Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers des plus discrets aux plus fascinants. L'avortement à l'époque moderne, c'est un sujet sur lequel il n'existait presque rien. Laura a décidé que c'était une raison de plus de s'y plonger. Chercheuse au CNRS, elle a passé des années à écumer les archives pour retrouver des femmes que l'histoire avait volontairement effacées. Des procès, des dépositions, des périphrases, parce que le mot avortement, lui, n'apparaissait presque jamais. Un travail de détective, de patience et de persévérance pour rendre visible ce qu'on avait tout fait pour effacer. Voici ce que c'est être chercheuse. Je m'appelle Laura et je suis chercheuse depuis 2013. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à la recherche? Alors moi j'ai toujours voulu être, au départ je voulais être enseignante. Depuis que je suis petite, je me voyais maîtresse, puis prof. Et c'est vrai que quand j'ai fait des études, du coup j'ai été assez vite, j'ai eu envie de faire des études et j'ai eu la possibilité de le faire aussi. Et j'ai fait un master recherche et c'est là que j'ai découvert la recherche. Parce qu'à l'époque, maintenant c'est un peu différent, hein, les concours de l'enseignement ont été vraiment restructurés, mais à l'époque, moi je visais l'agrégation et pour passer l'agrégation il fallait un master. Et donc moi je m'étais dirigée vers un master recherche. Il n'existait pas encore les masters MEF, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert la recherche et ça a été vraiment une super découverte. Enfin, j'ai trouvé que c'était génial. Je me suis vraiment épanouie en master. Puis j'ai passé le concours donc pour devenir prof, mais je me suis dit que j'avais envie de continuer, donc j'ai eu envie de faire une thèse et j'ai eu aussi l'opportunité après l'agrégation de d'avoir un contrat doctoral pour faire une thèse. Donc c'est comme ça que je me suis lancée vraiment dans la recherche en 2013 avec ma thèse que j'ai soutenue en 2018. Et puis après ça s'est enchaîné. Je n'ai pas voulu. Je me suis accrochée. Ça a été un long parcours pour réussir à avoir un poste dans le supérieur, hein, parce qu'aujourd'hui la recherche publique est clairement sous-financée. Enfin, on met pas d'argent là-dedans, mais voilà, j'ai réussi. Et qu'est-ce qui vous a... pourquoi avoir choisi de consacrer vos recherches à l'histoire de l'avortement? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce sujet? Alors en fait, je savais pas trop où aller. En L3, il fallait commencer à réfléchir à un sujet de master. Assez vite, en histoire, on est spécialisé par période, donc antiquité, médiévale, histoire moderne jusqu'à la Révolution et puis contemporaine. Ensuite, et moi je savais que je voulais faire de l'histoire moderne, donc ça déjà, voilà, c'était assez réglé et j'étais attirée quand même par l'histoire des sciences. J'aimais bien l'histoire de la médecine et j'avais suivi un cours en L3 d'histoire des sciences justement et j'avais demandé au prof s'il avait pas des idées de sujets et il avait fait notamment un cours sur la médecine et la médecine des femmes et j'avais vu à quel point c'était un sujet sur lequel il y avait beaucoup de choses à dire encore. La question du genre émergeait un petit peu dans le milieu universitaire, mais c'était encore balbutiant à cette époque-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à relire avec les lunettes du genre. Et, voilà. Et il m'a dit, écoute, sur l'avortement, je crois qu'il y a rien. Tu devrais peut-être aller voir. Et effectivement, j'ai été voir, et il y avait rien du tout. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et en parlant de se lancer, quand on commence un sujet de recherche, par quoi on commence concrètement? Ça, c'est très difficile. Ça dépend vraiment des gens et des sujets. Généralement, on commence par aller lire ce qui a été écrit sur le sujet, donc le travail bibliographique. Voilà, ça peut prendre du temps selon le sujet choisi. Moi, il y avait pas grand-chose, donc j'en ai assez vite fait le tour. Donc ensuite, la deuxième étape, ça a été je sais pas si je peux tout de suite passer à la deuxième étape, mais donc la deuxième étape, ça a été de choisir des sources. Parfois, les gens commencent par là, hein, essayer de trouver des sources. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été écrites sur ce sujet-là? Et moi, en l'occurrence, sur l'avortement, ça a été assez compliqué à déterminer parce qu'il n'y avait pas de source. Donc généralement, voilà, on commence soit par les sources, soit par la biblio, et puis après, faut se lancer, il faut aller lire des sources, aller dans les archives.
Voilà, Ok. c'est ce qui permet d'affiner sa problématique. Et justement, je voulais parler des archives. Quelle place ont pris les archives dans vos recherches? Alors moi, elles sont pas si nombreuses, mes archives. Moi, j'ai une obsession pour les archives. Hein. J'ai fait une formation d'archiviste ensuite, à une époque où je savais pas trop si j'allais pouvoir avoir un poste, et je me suis dit bon, il faut que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et en fait, il y avait pas beaucoup d'archives. Enfin, j'étais obsédée par les archives, par trouver des archives. Donc j'ai écumé énormément de centres d'archives. Et ça a été très important pour moi d'en trouver. J'en ai pas trouvé tant que ça, mais j'ai réussi quand même à reconstituer un petit corpus sur l'avortement. Enfin pour moi c'est très important les archives. C'est vraiment au cœur de notre travail d'historien. Mais il y a des historiens qui travaillent sans archives, hein, qui travaillent juste à partir de sources imprimées, mais je pense qu'il y a tellement de collections d'archives encore qui n'ont pas été exploitées que ce serait dommage de pas les mettre au cœur de notre travail. Et quelle forme vont prendre les archives que vous allez croiser sur votre thématique de recherche? Est-ce que ce sera des archives médicales, juridiques, et quelle forme prendront-elles? Alors moi, j'ai surtout travaillé sur des procès, des archives judiciaires. Qui sont conservés dans les séries B, hein, aux archives départementales. C'est des séries B, c'est toujours les archives judiciaires. Et donc on a des procès plus ou moins bien conservés avec des liasses souvent. Donc on a un paquet par procédure et quand c'est classé, c'est super. Sinon, c'est souvent pas classé. Donc il faut essayer de reconnaître les documents, la plainte. La plupart du temps, on a la plainte, l'information. Donc c'est les dépositions des témoins. Et parfois, on a un interrogatoire. Si on est chanceux, on a les conclusions du juge et le verdict rendu. Mais ça, c'est très rare. La plupart du temps, on l'a pas. Et voilà. Et bien souvent, parfois, il y a un rapport d'expertise d'un médecin ou d'un chirurgien quand c'est une affaire d'homicide ou de blessure. Et souvent, on a pas beaucoup plus de pièces. Ok. Et qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on manipule ce type de documents anciens? Alors moi, c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui ont été très émus. J'adore les archives, j'adore l'odeur de l'archive. Maintenant, c'est quelque chose de familier pour moi. C'est très sale, par contre. Hein, on est sale après une journée aux archives. Enfin, on a les mains sales. Voilà. Non, c'est vraiment émouvant. Je me souviens. Après, au bout d'un moment, l'émotion, elle passe. Enfin, elle disparaît. Maintenant, ça fait des années. Enfin, voilà, c'est familier pour moi les archives. Quand je rouvre ces procédures, j'ai quelque chose de très familier, mais il y a plus cette émotion des débuts. Mais je me souviens, j'avais travaillé aux archives de la préfecture de police. Je travaillais sur des registres d'écrou, donc je cherchais des motifs d'incarcération des prisonniers. Et j'étais tombée sur l'incarcération, le registre d'incarcération de Ravaillac, celui qui a tué Henri IV en 1610, et qui a été ensuite supplicié. Et je l'avais envoyé, je me souviens, à ma famille, et c'était rigolo de voir qu'ils sont pas du tout historiens, voilà, et ils ont pas du tout fréquenté d'archives dans ma famille, mais j'avais senti aussi une espèce d'émotion et de curiosité et de surprise. C'était étonnant de voir ça de la part de gens de gens extérieurs. Je me suis dit ah oui, c'est vrai que l'archive ça fait aussi cet effet-là quand on a l'impression d'un seul coup de croiser un document d'époque. De quelque chose qu'on connaît parce que bon, il s'avère que là voilà, c'était un événement très connu et on en avait entendu parler. Mais il y a un truc que j'ai découvert récemment et qui m'a beaucoup fait rire. Henri IV a été assassiné à l'emplacement actuel du Haut-Acos de Châtelet. Ah oui, je sais pas. Il faut bien que ce lieu va pas être, on va pas sacrifier cet endroit et cet espace. Voilà. Ah, écoute, j'espère qu'il y a des gens qui ont quand même mangé quelques tacos en l'honneur d'Henri IV, même si je sais pas quel regard et s'il aurait aimé les tacos ou pas. Mais ça, c'est une question. Il adorait la poule au pot. Apparemment, c'était son plat préféré, mais les tacos, je sais pas. Un tacos poulet pour Henri IV. C'est ça. Et pour revenir aux archives, comment est-ce qu'on transforme des fragments d'archives anciennes en quelque chose qu'on peut comprendre et raconter aujourd'hui?
C'est le travail c'est justement le cœur du travail des historiens et des historiennes. Déjà, on essaye de les comprendre. C'est pas évident. Enfin, je trouve que c'est écrit en français, qui est du français moderne. Mais là, par exemple, moi, dans les archives que je consulte, l'orthographe n'est pas normalisée. Donc, en fait, il y a des greffiers qui écrivent assez bien. Certains, je pense, il y a même sans doute des greffiers dyslexiques. Enfin, voilà, il y a des choses. Parfois, c'est très difficile à comprendre. Parfois, c'est difficile aussi à lire parce que l'écriture est difficile à déchiffrer. Et surtout, il y a un langage juridique, moi, dans mes archives, que peut-être des juristes, des gens vraiment familiers du langage juridique comprendraient plus facilement que moi. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas du tout cette culture-là. Et donc voilà, toutes ces petites choses ont fait qu'au départ, la première fois que j'ai ouvert une archive, j'arrivais pas à lire. J'ai pleuré une matinée en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Bon, j'étais en master, voilà, maintenant on pratique et ça finit par on finit par réussir. Mais c'est vrai que voilà, il y a déjà cette phase de déchiffrage et puis ensuite, eh bien, on essaye de trouver du sens, d'essayer de trouver des similarités entre les différentes sources. On essaye de voir ce qui les rassemble ou au contraire ce qui diverge dans chacun des documents et on essaye ensuite toujours de recontextualiser voilà et de faire sens un peu Ok. dans tout ça. Donc comprendre, recontextualiser et faire sens. Et qu'est-ce que vos recherches racontent sur la place des femmes dans la société de l'époque? Pas mal de choses. Je suis vraiment très fière de ce travail, pas tant parce que j'ai réussi à en faire, mais parce que c'était vraiment, je pense, un manque. Et les femmes, elles sont souvent réduites au silence parce que elles sont pas visibles dans les sources. Les sources dont on dispose, il faut savoir que elles ont peu de rapport à l'écrit, les femmes. Enfin, en tout cas, peu dans les sources administratives qui gèrent ces institutions. Ce sont toujours des hommes. Ce sont des hommes qui écrivent. Ce sont des hommes qui font des démarches. Donc elles sont souvent un peu marginalisées. Alors quand on les cherche, on les trouve, mais c'est vrai que pendant longtemps, d'ailleurs l'historiographie pendant longtemps a dit mais en fait les femmes, ne parlez pas des femmes parce qu'en disant elles n'existent pas, mais en fait il faut faire ce travail. Et je trouve que sur des sujets aussi intimes que la question de la maternité et de l'avortement, c'était encore plus important que c'est pas des sujets. Alors l'avortement c'est criminalisé, mais c'est vrai que tout ce qui relève de la sexualité, de la maternité par exemple, souvent ça échappe parce que ça n'intéresse pas l'administration, donc on n'en trouve pas la trace dans les documents historiques. Et en fait, je pense que ce que j'ai réussi à montrer dans ce travail, c'est que non seulement, malgré la criminalisation de l'avortement, les femmes avortaient. Et ça, je veux dire, on le sait encore aujourd'hui dans les pays où l'avortement est interdit. Ça reste d'ailleurs une cause de mortalité très importante parce que une femme qui a envie d'avorter, elle essaiera d'avorter. Et ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, c'est une tragédie, quoi. On voit que d'ailleurs il y a une hausse de la mortalité féminine pour ces raisons-là. Et donc les femmes avortaient et surtout ce que j'ai réussi à montrer, c'est comment ces avortements s'inscrivaient dans un rapport à la sexualité qui était très cloisonné parce qu'à l'époque moderne, on pouvait pas avoir une sexualité dans n'importe quel contexte. Seules les femmes mariées étaient autorisées à avoir une sexualité. Donc c'est-à-dire que ça pouvait être une sexualité que déjà hétérosexuelle, et c'est une sexualité qui devait être reproductive, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix qu'on ait des enfants. Mais en dehors de cette sphère-là, et ça concernait quand même pas mal de monde, il y avait quand même tous les gens n'étaient pas mariés, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient en dehors du cadre du mariage, on pouvait pas avoir une sexualité. Et bon, en fait, les études montrent que les gens avaient une sexualité hors mariage. Encore une fois, c'est pas parce qu'on interdit quelque chose que les gens obéissent. Mais les femmes étaient encore plus, les femmes en tout cas dans le cadre d'une sexualité hétérosexuelle étaient encore plus, je dirais, souffraient encore plus de ce cadre-là parce qu'elles risquaient une grossesse et une naissance illégitime qui pouvait révéler du coup leur sexualité illégitime et ça c'était vraiment quelque chose de très mal vu. Et
Quand on a le regard actuel sur l'avortement, on s'imagine un peu le cliché du cintre ou de la faiseuse d'ange en face qui travaille un peu de façon obscure. Quelle forme concrète prenait l'avortement à l'époque moderne? J'en profite pour faire une petite parenthèse, si ça vous dérange pas. Je suis co-commissaire d'une exposition qui s'appelle Objet de choix. C'est une histoire, c'est pour les 70 ans du planning familial. Elle aura lieu à Angers à partir du 19 septembre et on retrace un peu. Alors, on va pas jusqu'à la période, on va un petit peu jusqu'à la période moderne, mais c'est surtout sur la période contemporaine et on revient sur toutes ces histoires notamment de toutes les missions du planning familial et notamment avant le planning familial et on revient aussi sur l'avortement clandestin. Donc voilà, je fais la petite pub, excusez-moi. Non, c'est important sur ça en fait que quand on pense à des objets d'avortement, vraiment c'est incroyable comment c'est ancré dans le cerveau. On a l'image d'un cintre en fait. Oui, et ben on y revient justement dans l'expo parce qu'en fait le cintre, c'est pas du tout les travaux montrent que ça n'a quasiment pas été utilisé pour avorter et c'est devenu un symbole de l'avortement alors même que c'est pas vraiment un objet d'avortement concret. Ah d'accord. Okay. Autant l'aiguille à tricoter, oui, sans doute. OK. Le cintre, ça a pu l'être sans doute de façon marginale quand on n'avait rien d'autre sous le coude, mais finalement, c'était pas une méthode. Ça a été érigé en symbole, alors même que dans les faits, si ça a été utilisé, c'était très très marginal. Alors moi, à mon époque, la méthode principale utilisée, c'était plutôt les plantes, les tisanes, enfin en infusion, mais en huile essentielle, souvent en infusion quand même, hein, les femmes de la campagne. Donc il y a plein de plantes abortives qui sont autour de nous, très connues, le thym, la menthe pouliot, la rue, qui est une plante qu'on trouve partout, l'armoise, enfin voilà, il y a plein de plantes aux propriétés abortives. La seule chose, c'est que ça marchait pas très bien. Et donc souvent les femmes multipliaient les échecs. Parce qu'en fait elles essayaient plein de choses et ça marchait pas et parfois jusqu'à s'empoisonner en fait hein. Donc la principale pratique c'était l'ingestion de plantes mais encore une fois ça marchait pas très bien. Il y a une sage-femme d'ailleurs qui dit à une femme j'avais retrouvé ça dans mes sources, je trouvais que l'expression était vraiment parlante. Elle disait ne te lance pas là-dedans quand elle avait compris qu'elle voulait essayer d'avorter, tu vas faire de ton corps une boutique d'apothicaire. Sous-entendu tu vas en fait ingérer tellement de choses que enfin voilà, c'est bon pour personne et en plus ça va sans doute pas marcher. Mais ce que j'ai montré moi dans mon travail, c'est qu'au XVIIe siècle, on voit apparaître dans les grandes villes les premiers avortements chirurgicaux, donc par insertion effectivement d'un objet dans le col de l'utérus pour percer la membrane, hein, ça c'est ce que disent les sources de l'époque, et en fait provoquer un accouchement prématuré. Et ça c'est les méthodes ensuite qui ont été utilisées tardivement. Annie Ernaux quand elle raconte son avortement dans l'événement, c'est cette méthode-là qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on mettait une sonde, alors la sonde, on sait pas exactement ce que c'est, parfois ça pouvait être un tuyau en caoutchouc en fait, enfin c'est un objet qui reste qu'on met dans le col de l'utérus et en fait il va irriter l'intérieur et provoquer aussi un accouchement prématuré. Et mais c'est bon, ça peut être dangereux quoi. Et en face, est-ce que le corps chirurgical qui commence à apparaître dont vous parlez sera féminin ou masculin et est-ce que les hommes en fait j'imagine que les hommes acceptaient une rétribution financière assez énorme en fait pour ce genre d'intervention chirurgicale? Alors pas tant. Moi, dans ce que j'ai trouvé, c'est intéressant parce qu'il y a dans le corps médical est surreprésenté parmi les avorteurs et les avorteuses, mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout issus de ce milieu-là. Par exemple, il y a une femme, elle fait des avortements chirurgicaux avec une plume qu'elle taille, une plume d'oie qu'elle achète chez un mercier et elle n'est pas du tout issue du corps médical. La plupart sont quand même souvent issus du corps médical. Il y a des sages-femmes et des chirurgiens et des médecins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas toujours les mêmes motivations par contre entre les hommes et les femmes. Les femmes, on sent que encore une fois, c'est ce qui transparaît dans leur discours. Elles sont dans un contexte judiciaire. Bon, il faut prendre tout ça toujours avec des pincettes, mais on sent qu'elles font ça. Elles y gagnent de l'argent. Hein. Certaines y gagnent beaucoup d'argent, mais certaines pas tant que ça. C'est juste une petite rétribution. Mais on sent qu'elles font ça un peu par solidarité féminine, parce qu'elles se disent non, mais je peux pas les laisser. Sa vie est foutue. Enfin voilà, il faut les aider. Les hommes, dans mon corpus, il y en a quelques-uns qui font ça de façon professionnelle, pareil, pour gagner de l'argent. Mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés, c'est soit ils font ça pour avorter leur maîtresse, donc en fait ils s'arrangent aussi eux-mêmes, soit ils font ça pour aider un copain.
il y a une espèce de solidarité masculine chez les hommes avorteurs qu'on trouve pas chez les femmes. Les femmes, elles font pas ça pour aider des copains, font ça pour aider les femmes qui veulent avorter. Mais les hommes, on sent que c'est souvent parce que un tel qui est leur ami leur a demandé de faire avorter telle femme, qui est en fait souvent la maîtresse du copain en question, enfin du copain, on s'entend d'une connaissance. Et donc c'est intéressant de voir que les motivations sont pas exactement les mêmes entre les hommes avorteurs et les femmes avorteuses. Et est-ce que vous avez réussi à avoir une lecture de classe à travers l'avortement aussi? Quelles allaient être les méthodes d'avortement selon qu'on vienne d'une classe bourgeoise, donc un peu plus à partir du 19e, ou d'une classe populaire? Alors j'ai essayé d'avoir une lecture de classe. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir une lecture. Enfin, moi je suis une historienne du social, donc de toute façon c'est toujours une démarche qui m'intéresse. Dans les archives, j'ai eu 2 corpus d'archives. Il y a un des corpus d'archives, c'est les procédures qui sont menées par la justice ordinaire. Et là, moi, j'ai surtout trouvé des procès dans des zones un peu rurales, un peu partout en France, donc plutôt dans des petits villages. Et là, systématiquement, c'était des femmes pauvres, en fait, des domestiques. Et c'était toujours des femmes qui avaient essayé d'avorter alors qu'elles n'étaient pas mariées. Donc, dans un contexte de maternité illégitime, où elles avaient essayé d'avorter pour cacher justement le fait qu'elles avaient eu une sexualité interdite. Et là, c'était toujours des pauvres, donc des domestiques, des bergères, des journalières. Les journaliers, c'est ceux qui sont employés à la journée. C'est vraiment des travailleurs précaires, peu rémunérés. Donc c'était toujours des femmes pauvres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la justice d'Ancien Régime, c'est vraiment une justice de classe. C'est une justice classiste, et clairement, on trouve des nobles, évidemment, condamnés. Il y a des procédures qui concernent des nobles. Dans les cas de duel, par exemple, c'est souvent des nobles. Mais globalement, les nobles échappent à la justice. Enfin, les juges sont des notables locaux. Il y a un jeu d'interconnaissance, il y a des jeux de réseau, et quand très rarement il y a des gens de classe un peu plus aisée qui sont arrêtés, souvent ils arrivent à s'enfuir. Et en fait, la procédure, soit elle n'aboutit pas, soit ils sont jugés ce qu'on appelle par contumace, mais ça c'est-à-dire sans être là. Mais c'est quand même très très rare, la plupart du temps ils échappent à la justice. Et j'ai trouvé un autre corpus là qui était très intéressant, c'est les archives de la Bastille, notamment dans le cadre d'une affaire qui s'appelait l'affaire des poisons, qui a eu lieu à Paris en 1679. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Louis XIV a décidé de mettre sur pied une cour de justice extraordinaire parce qu'il y a eu plein d'empoisonnements dans la noblesse. Et dans les années 1670, il y a eu plein d'empoisonnements de nobles. Donc il a décidé de mettre sur pied cette cour extraordinaire, et en fait il a fait arrêter des centaines de personnes en quelques mois, et il cherchait des empoisonneurs, sauf que parmi ces empoisonneurs il y a eu une 50aine d'avorteurs qui ont été arrêtés, parce qu'en fait certains avorteurs étaient aussi des empoisonneurs. Enfin voilà, il y avait une sorte de porosité dans ces pratiques, dans ces savoirs un peu subversifs à Paris. Et j'ai trouvé dans ce corpus notamment pas mal d'avorteuses qui avaient des liens avec la cour. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, les femmes de la noblesse avortaient aussi, les femmes mariées avortaient aussi. Et c'était pas juste les pauvres de la campagne qui avortaient. Et en fait, l'avortement, il concerne vraiment tout le monde. Là où j'ai vu des différences, c'est que globalement, ça va pas vous surprendre, mais les femmes qui sont issues d'une classe sociale élevée et qui vivent à Paris, enfin globalement c'est plus facile d'avorter à Paris. On a facilement accès à des avorteurs. Il y a un quartier notamment qui est assez connu, qui est connu à l'époque, qui s'appelle le quartier de la Villeneuve, qui est un quartier récent. Aujourd'hui, ça correspond à peu près à Bonne-Nouvelle, Grand Boulevard. Et où en fait les avorteurs ont un peu pignon sur rue, et où on peut facilement comme ça aller les trouver. Donc c'est plus facile d'avorter à Paris, c'est plus facile d'avorter quand on a de l'argent et un réseau aussi de connaissances. Par exemple, il y a une avorteuse très connue qui s'appelle Lavoisin. Bon, elle est amie avec des gens de la cour, donc en fait, toutes elles viennent la voir, et puis après, elle fait des avortements par breuvage qui fonctionnent pas toujours. Donc sinon, elle a un réseau de sages-femmes qui travaillent avec elle et qui font des avortements chirurgicaux. Donc c'est plus facile quand on est issu de classe sociale élevée, c'est plus facile quand on vit dans une grande ville. À la campagne où tout le monde se connaît, globalement, c'est un peu compliqué de trouver l'information sans se faire divulguer, si vous voulez. Donc certaines femmes, elles vont dans le bourg d'à côté voir le chirurgien. Enfin, on sent que ça engendre des déplacements
Il y en a une, par exemple, elle vit en Normandie, elle va jusqu'à Paris acheter des herbes chez une femme de la rue Saint-Jacques. Enfin voilà, donc ça implique souvent des déplacements. Il faut pouvoir le faire quand on est une femme pauvre, sans ressources. Voilà, donc clairement il y a des enjeux de classe parce que on n'est pas puni de la même façon en fonction de sa classe sociale et on n'a pas accès aux mêmes ressources aussi en fonction de son milieu. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait le plus surprise dans les pratiques ou les rituels que vous avez étudiés? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Il y a deux choses qui m'ont surpris. La première, c'est à quel point la mort des femmes pendant un avortement est tabou. Je l'ai quasiment pas trouvé ça. J'ai quand même fait un gros travail d'exhumation. Au début, l'avortement, je le trouvais pas, et puis j'ai quand même réussi à trouver pas mal de choses. Mais la mort de ces femmes, c'est vraiment un tabou. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup frappé parce que ça fait écho à mon histoire personnelle. Parce que alors que j'avais déjà commencé ma thèse, j'ai appris que mon arrière-grand-mère maternelle était morte des suites d'un avortement à la fin des années 30, et en fait, on n'en parlait pas. C'était une espèce de secret de famille, et voilà, je l'ai découvert hyper tard, et il y a eu un tabou autour de la mort de cette femme. Ma mère elle-même a découvert très tard que cette femme était sa grand-mère, et que en fait celle qu'elle pensait être sa grand-mère était en fait la deuxième femme. Je sais pas si je suis très claire. Il y a un tabou autour de cette mort-là, et ça je l'ai encore vu dans mes sources, c'est-à-dire que les morts étaient toujours déguisés en autre chose, et vraiment je pense qu'il y a eu énormément de femmes qui sont mortes à cause d'un avortement, mais j'en ai trouvé très très peu, et ça m'a vraiment frappée. Et ce qui m'a frappée aussi, la deuxième chose qui m'a frappée, c'est la contradiction entre des gens qui sont extrêmement croyants, hein. On est quand même à une époque où l'athéisme n'existe pas, et où, enfin, les gens vivent dans une société où je pense c'est impensable de pas croire en Dieu, et où justement l'avortement est interdit au nom de principes spirituels, hein, parce que l'Église catholique, notamment pour la France du 17e 18e, interdit l'avortement parce que la plupart des avortons ne peuvent pas recevoir le baptême, et du coup ils peuvent pas ensuite obtenir le salut et accéder au paradis. Ils sont condamnés à errer dans les limbes. Par exemple, les pro-vie aujourd'hui, ceux qui se disent pro-vie, parce que j'aime pas trop des anti-choix, je préfère les appeler, sont hyper obsédés par le fait que le fœtus ressemble à un bébé. Ils ont tendance à montrer des images, etc. Et en fait, à l'époque moderne, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont obsédés aussi par le salut de l'âme des avortons. Et d'ailleurs, les femmes qui avortent, elles essayent quand elles avortent à un stade assez avancé, elles essayent de les baptiser coûte que coûte. Mais à côté de ça, on n'a aucune considération pour le corps de ces fœtus, de ces nouveau-nés, et on les jette. Ils sont souvent jetés, donnés à manger aux animaux, et ça, j'ai trouvé que c'était assez frappant à quel point c'est assez gore finalement le rapport au corps. On s'en fiche complètement. Alors pas complètement. Je suis en train de faire d'autres travaux qui montrent qu'il y a quand même des stratégies. Mais voilà, je trouvais que c'était fou, quoi. Et c'était un peu paradoxal, alors que on est obsédé par le salut de leur âme, et en même temps on n'en a rien à faire de ces corps. Et justement, sur la première chose qui vous a frappé, comment est-ce qu'on arrive à savoir que c'est une mort qui est liée à un avortement? Sur les certificats de décès, par exemple, comment est-ce que c'était affiché ou justifié? Alors, les certificats de décès, on en trouve très peu. J'ai pas trop travaillé sur ces sources-là. C'est vraiment par le contexte de la mort. Il y a une femme, par exemple, elle meurt chez une sage-femme. Bon, elle, il y a aucune ambiguïté. C'est la seule pour laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. Ça donne lieu à un procès retentissant de la sage-femme parce que c'était une femme noble, justement. Donc elle, par exemple, on sait qu'elle est morte des suites d'un avortement. Le curé refuse qu'elle soit enterrée en terre chrétienne, donc il laisse son corps dans la chaux, exposé sur la place publique pendant plusieurs jours. Enfin, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté d'associer la honte au contexte de la mort de ces femmes, et les autres, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, il y a une comédienne qui s'appelle La Dupin. Ça a été une maîtresse de Jean Racine. Et un des biographes de Jean Racine dit que sans doute elle est morte d'un avortement. Elle est morte à 35 ans.
Et moi, effectivement, je l'ai trouvée dans mes sources, cette femme. Il s'avère qu'elle est très, très amie avec la voisin, l'avorteuse dont je parlais tout à l'heure, et elle est décédée brutalement à 35 ans. Et honnêtement, elle est citée d'ailleurs par la voisin dans ses interrogatoires. Elle noie un peu le poisson, la voisin. Donc on ne sait pas de quoi elle est morte. Mais clairement, vu le contexte, voilà, on peut s'en douter. Et donc il y a plein de, voilà, parfois des chroniqueurs qui commentent certaines morts en disant qu'elle est peut-être morte de ça. On n'a jamais moyen de le savoir, mais on voit bien que c'est souvent c'est souvent des morts brutales. Elles disparaissent du jour au lendemain alors qu'elles sont jeunes, en bonne santé, et on dit rien de leur mort. Donc en fait, ça c'est souvent le silence en fait est souvent révélateur. Ça cache quelque chose, quoi. Ouais. Et pour revenir un peu plus à la recherche en fait, elle peut être remplie d'ambiguïté, de moments de doute. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça au quotidien, surtout qu'on travaille sur des archives en fait qui sont destinées à garder sous silence en fait des réalités de l'époque? Les moments de doute, il y en a souvent. Enfin, moi, surtout quand on est jeune chercheuse et qu'on est une femme, je pense aussi. Il y a clairement un truc sur la confiance en soi des femmes dans des milieux aussi un peu parfois élitistes, enfin concurrentiels. Moi, j'ai beaucoup douté. Bon, voilà, maintenant ça y est, je suis une chercheuse titulaire. J'apprends à plus douter de moi-même et à me faire confiance. Mais j'en ai beaucoup parlé avec des copines chercheuses aussi. Ça, c'est le manque de confiance en soi, c'est un vrai problème. Et c'est très féminin. Et c'est très féminin. Oui. Et c'est vrai que là où j'ai beaucoup douté, c'est parce que j'ai remis en cause plein de fois mon sujet. Je me disais mais en fait c'est pas un sujet parce que dans mes archives par exemple, il y a pas de procès pour avortement, il y a des procès pour d'autres crimes mais qui incluent des avortements. Donc je me disais est-ce que je me suis pas trompée d'objet, enfin est-ce que c'est finalement cet objet-là que j'étudie ou ce crime spécifique qu'on trouve dans les archives? Mais non. Enfin voilà. Donc il y a eu plein de moments où je me suis dit c'est nul ce que je fais, enfin comme pas mal de gens. Mais bon bah on avance, on continue et puis finalement à la fin, je trouve que les doutes quand on commence à rédiger, notamment quand on commence à avoir un plan, avoir une vision d'ensemble de son travail, on voit bien que ça tient finalement. Et c'est cohérent et on s'est pas trompé d'objet. Et comment est-ce qu'on sait quand il y a une piste intéressante quand on est face à des archives? Quand on a une intuition à partir d'un document et puis qu'en fait on voit un autre document où c'est exactement la même chose, je trouve que quand voilà, il y a des petits moments d'épiphanie comme ça quand on est devant ces archives et on se dit ah oui, là il y a quelque chose. Si ça se confirme une deuxième fois, c'est la confirmation souvent qui amène une sorte de révélation. Oui. Et est-ce qu'on développe une manière particulière de regarder notre époque quand on étudie, quand on est historien et qu'on a étudié ces phénomènes-là, par exemple? Quel est votre regard, vous, aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez appris à voir l'avortement aujourd'hui après l'avoir étudié à l'époque moderne? Ah oui, enfin clairement ça donne une autre perspective sur la période contemporaine. Notamment, j'entendais au moment où Trump a été élu, j'entendais des militantes d'extrême droite pseudo-féministes qui ont soutenu Trump et qui en plus se disaient féministes et qui disaient pour se justifier mais oui ok il est revenu sur le droit à l'avortement mais en fait c'est pas grave parce que les femmes ont le savoir et les femmes arriveront toujours à avorter. Et moi par exemple ça c'est un argument que je peux pas entendre parce qu'en fait les femmes je les vois essayer d'avorter, la plupart elles n'y arrivent pas, il y en a quand même qui arrivent et puis il y en a plein qui meurent donc ça donne aussi enfin je trouve que ça éclaire certaines choses que les gens disent parce qu'on voit bien qu'à une époque où ça se passait différemment, c'était pas du tout idéal en fait, hein, et les gens ont parfois tendance enfin surtout les gens d'extrême droite, à romantiser le passé, à avoir une espèce d'esthétisation du passé et en fait il y a rien d'enviable dans le fait de mourir ou de devoir se battre et dépenser une énergie folle pour réussir à avorter et se mettre en danger pour réussir à avorter. Enfin, je suis désolée mais pardon. Enfin bref, voilà, je trouve que ça aide beaucoup à lutter contre. Enfin, ça offre une autre perspective sur parfois des choses que les gens affichent comme des idéaux et qui sont loin d'en être. Et
Qu'est-ce que l'histoire permet de comprendre que l'actualité seule ne permet pas de voir? L'histoire permet pas de prédire ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, les liens de causalité entre les événements sont tellement liés au contexte que c'est pas parce qu'une chose s'est passée comme ça il y a 100 ans que ça se reproduira de la même façon que les mêmes causes produiront les mêmes effets 100 ans après. Mais ça permet quand même d'être plus lucide, je trouve. On voit bien qu'il y a des choses qui se sont passées d'une certaine façon. Encore une fois, voilà, ça ne prédit rien, mais ça permet de se mettre en garde, en fait. On le voit avec moi, je trouve, par exemple, c'est aujourd'hui avec la progression d'idées fascistes et une forme de fascisation médiatique, notamment, et pas que médiatique, mais qui est vraiment visible dans les médias mainstream. Voilà, encore une fois, on essaye de pas être des Cassandres et on peut pas prévenir l'avenir, mais on peut mettre en garde et apporter une forme de regard lucide sur de potentiels effets et sur de potentiels dangers aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de continuer à faire de la recherche en histoire? Déjà parce que on n'a pas fini, il y a énormément de choses sur lesquelles on n'a pas travaillé. Qu'il y a aussi des façons de lire les sources historiques qui changent. Donc on a besoin de se renouveler en fait en permanence. Par exemple, la question du genre. On a pendant des siècles, non peut-être pas des siècles, mais si, pendant des décennies. Là, l'histoire n'existe pas depuis si longtemps, mais comme discipline structurée, mais on a quand même regardé l'histoire du point de vue masculin. Bon, là, ça fait 30 ans maintenant que la recherche sur le genre est vraiment bien établie, même si elle est toujours en danger. Enfin, moi, on reçoit encore des menaces, il y a encore des collègues qui reçoivent des menaces. Enfin, ça, c'est réel, je pense qu'il faut le dire, parce que c'est à la fois banalisé de faire l'histoire des femmes et du genre, et en même temps, c'est toujours contesté par certaines personnes. Donc ça a permis de rendre visible plein de trajectoires féminines, de se rendre compte que la moitié de l'humanité a existé, a vécu des choses et a fait des choses parfois différentes de ce que les hommes pouvaient faire, parce qu'on n'avait pas les mêmes droits. Et en même temps, certains auraient pu dire que finalement tout ça avait déjà été traité. Et en fait, non, il y a toujours un autre point de vue. Aujourd'hui, on essaye d'élargir les perspectives, avoir une lecture intersectionnelle, par exemple. Ça, c'est encore quelque chose qui mérite d'être fait pour plein de choses, pour plein de sujets, et on l'a pas encore fait. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois encore tellement de choses qu'on ne connaît pas, et puis plein d'histoires à renouveler aussi. Avec un nouveau regard. Oui. Et en parlant de regard, il y a quelque chose que je trouve très touchant dans le fait de vous entendre parler, c'est les personnages qui apparaissent par moments à travers votre thèse. Et je voulais savoir si vous étiez déjà arrivé de rencontrer une histoire particulièrement touchante ou bouleversante, et si vous aviez un exemple à me donner. J'en ai rencontré plein. Moi, je suis assez attachée aux personnes, aux trajectoires de ces femmes, et je trouve ça très important. En plus, quand on fait l'histoire sociale, de rendre hommage à ces gens-là. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai essayé toujours dans ma thèse, parfois c'était un peu long, mais de raconter un petit peu ces exemples, de raconter un petit peu les trajectoires de ces femmes, parce que c'était important de leur donner vie, de leur rendre hommage. C'est un peu une sorte de fémage aussi. Elles ont été tellement maltraitées et oubliées, et je me dis, là, au moins, elles auront 3 lignes pour briller. J'ai eu que des histoires bouleversantes, mais dans le mauvais sens du terme. C'est que globalement, ce que j'ai vu dans mon travail, c'est à quel point le patriarcat a maltraité ces femmes, à quel point le carcan imposé à la sexualité a maltraité ces femmes, et à quel point elles ont subi leur existence jusqu'à en mourir, jusqu'à être condamnées à mort, donc globalement, j'ai écrit ma thèse avec beaucoup de female rage. de colère,
Et non, par exemple, il y a cette sage-femme, moi je l'adore, j'en parle tout le temps, c'est Catherine Lepère, je l'ai rencontrée dans dans les archives de la Bastille, dans le cadre de l'affaire des poisons, elle travaille avec la voisin dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle c'est une sage-femme, elle a 77 ans quand elle est arrêtée, en fait elle a fait des dizaines d'avortements, voilà, elle a des magouilles avec des fossoyeurs du cimetière pour faire quand même enterrer les cadavres des avortons. Elle essaye de les baptiser, elle les ondoie. Alors l'ondoiement, c'est une forme de baptême simplifiée qui est pas proférée par un prêtre, mais elle fait ça parce qu'elle essaye d'être dans les clous et en même temps on sent. Elle fait ça pour l'argent, mais globalement ça lui rapporte pas grand-chose. Hein, ça lui rapporte peu de choses. Et enfin voilà, elle se met en danger, elle accepte des choses. À un moment donné, on lui bande les yeux, elle est emmenée de nuit, elle sait pas où. En fait, c'est pour l'avortement d'une duchesse, donc. Mais elle sait pas qui c'est, enfin voilà. Et je trouve que c'est quelqu'un qui court partout dans Paris pour aller aider les femmes et elle m'a vraiment marquée quoi. Euh, c'est hyper intéressant d'entendre parler de ça parce qu'en fait, à Paris, il y a quand même une grosse institution médicale qui a souvent participé à la maltraitance de ces femmes, qui est la Pitié-Salpêtrière quand même. Et c'est souvent oublié aujourd'hui parce que c'est devenu un centre médical très réputé. Mais je sais pas quel regard vous avez sur ça aujourd'hui, mais c'est très frappant quand on est au sein de la Pitié-Salpêtrière de voir quand même des vestiges de cette culture de maltraitance des femmes, que ce soit à travers les expériences médicales qui étaient menées ou à travers leur incarcération, par exemple. Alors moi, j'ai quelques sources, j'ai quelques femmes qui ont été envoyées à la Pitié. Celles qui sont arrêtées dans le cadre de l'affaire des poisons dans les archives de la Bastille. Donc il y a l'affaire des poisons entre 1679 et 1682, et puis ça va durer après jusqu'en 1715. Il y a quelques femmes qui sont arrêtées. Alors c'est complètement arbitraire, elles sont arrêtées, elles sont pas jugées la plupart, et elles sont envoyées directement, quand elles sont suspectées d'avortement, elles sont directement envoyées à la Salpêtrière. On a quelques registres d'entrée de prisonnières où on voit, on a le motif d'incarcération. Et on voit que certaines sont des avorteuses, mais j'ai pas réussi à retrouver leurs traces ensuite derrière. Je sais pas ce qu'elles sont devenues, mais tout ce que je sais, c'est qu'elles ont été incarcérées juste parce que c'était des avorteuses, qu'elles fabriquaient des filtres d'amour. Enfin, c'est souvent des femmes qui essayaient d'exister en plus dans un contexte où c'était des femmes précaires. Enfin, certaines ont réussi comme avorteuses, comme la voisin qui gagnait pas mal d'argent avec ça, mais et qui surtout s'est fait un réseau social en connaissant les secrets de femmes nobles. Donc elle était assez protégée, enfin elle a quand même été exécutée, mais la plupart c'est juste des femmes qui vendent des services en fait, qui jonglent entre plein de préparer des filtres d'amour, lire dans les lignes de la main. Il y en a une, elle lit dans le marc de thé, et qui essaye de survivre, en plus en essayant d'aider les autres, et qui du jour au lendemain de façon arbitraire se retrouve enfermée à la Salpêtrière. Donc il y avait aussi cette culture de la débrouillardise en fait aussi. Ouais. Et il y avait aussi la prison de Saint-Lazare, mais c'était plus pour des femmes qui étaient suspectées de mauvaises mœurs à l'époque, ou il y avait aussi ce côté moralisateur qu'avait la Pitié-Salpêtrière ou pas? Globalement, il y a le côté moralisateur, on le retrouve dans tous les succursales de l'hôpital général, cette institution qui a donné la PHP, mais qu'on appelait l'hôpital général. Et donc la Pitié, c'était plutôt pour les femmes. Saint-Lazare, c'était plutôt pour les hommes. Okay. Moi, j'ai trouvé, c'était peut-être mixte. Il y avait peut-être. Alors les hommes, ils étaient aussi envoyés à Bicêtre. Mais voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ce que Foucault a appelé le grand renfermement, ce moment où on nettoie les rues de Paris et où les gens qui sont, si vous voulez, nuisent à l'ordre public, sont des désordres. Et finalement, on n'a pas toujours le temps, ou on trouve qu'ils sont pas suffisamment importants pour leur donner un vrai procès, et donc ils sont un peu enfermés arbitrairement dans ces lieux. Dans ces lieux de confort. Alors, on va rester sur la partie un peu bouleversante. Est-ce qu'il y a un document d'archives qui vous a aussi bouleversé ou ému? Un document d'archives en particulier, non, il y a un interrogatoire où on trouve le mot avortement, je me souviens, et c'est un des rares dans les procédures judiciaires que j'ai étudiées qui le mentionnait, et je me souviens que j'avais été hyper émue de trouver ce mot, parce qu'en fait c'est un mot qui apparaît beaucoup dans la culture savante, mais dans les procédures il apparaît jamais. Alors il y a plein de périphrases, on arrive à savoir de quoi on parle, mais
le mot avortement, il apparaît pas. Et je me souviens que ça m'avait vachement émue parce que ça faisait des mois que je faisais des recherches et que je savais plus trop où j'en étais en plus, et où je m'étais dit, oh là là, je me trompe d'objet de recherche, c'est anachronique de parler d'avortement, alors qu'en plus, pas du tout, le terme existe, mais voilà. Et du coup, ça m'avait un peu, je m'étais dit, oh, enfin, et voilà, ça a été Et émouvant. quelles étaient les périphrases qui étaient utilisées pour parler d'avortement? Alors, défaire son fruit, c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à mon livre. Mais se blesser, faire revenir ses règles, c'est souvent, ou faire revenir ses mois, ses fleurs, enfin tous les synonymes de faire revenir les règles. Voilà, principalement. Se vider aussi. Enfin. Ok. Et alors, vous en avez parlé, la recherche aujourd'hui est sous-financée. Et c'est une question que je commence beaucoup à poser à tous les métiers que je rencontre, qui est celle de décrire la réalité économique du métier qu'ils exercent. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire la réalité économique du métier de chercheuse? La première difficulté, c'est qu'il y a quasiment pas de poste aujourd'hui. Et donc il y a eu, moi, au moment où je suis arrivée sur le marché de l'emploi, après ma thèse, j'ai soutenu ma thèse à la fin de l'année 2018. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu universitaire, on est recruté une fois par an. Il y a la période des concours, donc les concours de maître de conférence, maître et maîtresse de conférence. Les auditions ont lieu en ce moment. Et puis le concours du CNRS, mais il y a de moins en moins de postes. Le CNRS, pour vous donner une idée, c'est 4 postes par an en histoire moderne et contemporaine et histoire de l'art moderne et contemporaine. Donc on a 4 postes à se partager. Et les postes de maître de conférence en histoire moderne, cette année, je crois qu'il y en avait 5 sur toute la France. Enfin, voilà, globalement, moi, depuis que je suis ma première campagne en 2019, il y en avait peut-être 3. Enfin, franchement, il y en a très peu. Il y a des années où il y en a 6, donc ça peut monter jusqu'à 8 et c'est l'Eldorado. Et puis des années où moi, j'ai fait quasiment aucune candidature et où il y avait 3 postes. Donc ça, c'est la réalité, ce qui fait que aujourd'hui, quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse, il est un peu condamné à rester des années. Enfin, moi, j'ai fait donc 6 campagnes de recrutement avant d'être recruté, et c'est pas du tout enfin c'est plutôt moyen. Là, je vois des gens qui ont été recrutés cette année au CNRS, qui ont soutenu avant moi. D'autres, pareil, je vois des gens qui ont soutenu en même temps que moi, je vois passer leur nom sur la liste des auditionnés, donc ils ont toujours pas été recrutés. Globalement, il y a une sorte de goulet d'étranglement parce que il y a eu beaucoup de jeunes docteurs qui sont arrivés sur le marché du travail et il y a eu une raréfaction des postes. Et là, aujourd'hui, la conséquence, c'est que du coup, il y a de moins en moins de gens qui font des thèses, parce que de toute façon, il y a très peu de débouchés. Et moi, je suis privilégiée parce que j'ai été recrutée au CNRS. Il y a très très peu de postes, mais je trouve aujourd'hui c'est quand même on a des conditions de travail vraiment privilégiées par rapport aux autres, même si voilà, on travaille dans des équipes et dans des laboratoires qui sont soumis à une pression, à des restrictions budgétaires. Clairement, on en discutait, mais sur le plan administratif, il y a vachement il y a eu de coupes. Donc, par exemple, moi, ma collègue qui gère le CNRS, elle est à mi-temps. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a des jours où, si j'ai besoin de certaines choses, elle ne travaille que certains jours. C'est sûr que tout serait plus fluide. Elle peut pas gérer la communication, par exemple, on en parlait. Enfin, disons que moi, j'ai des conditions de travail privilégiées parce que j'ai des financements. Par exemple, le CNRS finance que mes collègues n'ont pas toujours. Mais on vit dans des laboratoires qui sont soumis à des pressions budgétaires, avec des collègues qui font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils peuvent, donc tout le monde est sous pression. Donc c'est pas non plus l'idéal. Par contre, la situation de mes collègues maîtres et maîtresses de conférences est assez désastreuse. Enfin, clairement, ils se retrouvent aujourd'hui avec donc de l'enseignement à faire. Normalement, moitié enseignement, moitié recherche, sauf qu'en fait, ils ont quasiment plus le temps de faire de la recherche parce qu'ils ont des tâches administratives en plus liées à l'enseignement parce qu'on recrute pas d'administratifs. Donc, par exemple, des collègues qui se retrouvent à faire des emplois du temps alors que normalement, c'est le travail de personnes recrutées dans l'administration, enfin, qui ont un poste administratif. Donc tout le monde est un peu sous pression. Enfin, j'ai vu tellement de collègues recrutés puis quelques années après leur recrutement faire des burn-out. Enfin, ça c'est
c'est assez hallucinant, quoi. Et il faudrait, tout le monde est en surservice, par exemple. Mes collègues enseignants, ils ont beaucoup plus d'heures à faire que ce qu'ils devraient, et ils ont quasiment pas de temps pour faire de la recherche. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la recherche. Au CNRS, on est quatre. Enfin voilà, moi 4 recrutés par an, ça suffit pas à faire vivre la recherche en histoire. Donc c'est assez c'est assez tragique, et malgré tout les gens continuent de produire, d'organiser des événements, des colloques, des journées d'études. Moi je suis assez admirative de ce que certains de mes collègues arrivent à faire, alors même qu'ils ont de grosses missions d'enseignement, de grosses charges d'enseignement, et qui arrivent quand même à faire beaucoup de choses. Donc c'est compliqué, on a de moins en moins de financement. Moi, j'ai eu une dotation quand j'étais recrutée au CNRS, donc je suis assez tranquille. Mais par exemple, ça, c'est très laboratoire dépendant. Il y a des labos qui ont une enveloppe annuelle pour chaque chercheur. Aujourd'hui, tout fonctionne par appel à projet. Donc, si vous avez réussi à décrocher une ANR, bah c'est super. Vous allez avoir des financements pendant 4 ans. Sinon, c'est hyper. Il y a des laboratoires qui financent même pas un déplacement dans un centre d'archives parce qu'ils ont pas de sous pour tous leurs chercheurs et leurs chercheuses, quoi. Donc voilà, c'est pas simple. En fait, vos travaux de recherche portent sur quelque chose qui est interdit et caché, donc totalement tabou. Donc comment fait-on pour lire l'histoire de quelque chose dont on faisait volontairement exprès d'effacer les traces? C'est pas évident. C'est ce que je disais. Le gros enjeu, ça a été de trouver des sources, parce que, par exemple, dans la littérature médicale, dans la littérature juridique ou dans la littérature théologique, on parle de l'avortement, mais c'est toujours pour dire, dans la littérature médicale, c'est pour dire c'est un phénomène physiologique, c'est la sortie du fœtus avant terme. On fait pas de distinction entre l'avortement et la fausse couche, donc on en parle d'un point de vue très physiologique et médical. On essaye on fait la liste des causes possibles, on essaye de trouver des remèdes aux fausses couches, etc. Dans la littérature théologique et juridique, on condamne l'avortement, on dit c'est un crime. Dans la littérature théologique, on dit c'est un péché, on explique pourquoi, quels sont les enjeux, etc. Mais on parle pas des femmes qui avortent, en fait, dans ces sources-là. Et moi, je voulais vraiment, je me suis dit, mais elles existent. Je le sais qu'elles existent. Je dois les trouver. Et donc, j'ai réussi quand même à les trouver, mais ça a été un très, très gros effort de recherche. Je me suis perdue des journées aux archives où je trouvais rien, où je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça n'a aucun sens. Enfin, où j'ouvrais des cartons, mais en fait, je trouvais rien. J'arrivais même pas à lire les archives. Enfin, une catastrophe. Et puis, finalement, j'ai mis en place des petites des petites méthodologies en essayant d'aller là où il y avait des inventaires précis, où je savais qu'il allait y avoir des cas. Par exemple, moi, j'allais voir les cas d'infanticide. C'est pas en plus, c'est même pas une catégorie criminelle qui existe dans les procès, mais les archivistes écrivaient infanticide. Et parfois, c'est effectivement un infanticide, mais ça cache des parcours abortifs. Les femmes, elles ont essayé d'avorter avant. Donc voilà, ça a été un travail de longue haleine de trouver des petites traces. Et on a commencé aussi à en parler un tout petit peu. Le droit à l'avortement est aujourd'hui un peu très remis en question dans quelques pays. Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont vous regardez votre propre travail? Pas la façon dont je regarde mon propre travail, mais plutôt ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nourrit encore plus ma rage et ma colère et mon envie de défendre ce droit quand je vois la façon dont ça pouvait s'organiser dans un contexte où c'était interdit. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Ok. Et est-ce qu'on vous demande de commenter l'actualité comme chercheuse, et comment vous vivez ce rôle? On me l'a demandé parfois, mais je suis pas toujours à l'aise, parce que parfois les gens attendent une expertise poussée sur la situation contemporaine. Je me suis inscrite notamment sur la plateforme Les Expertes, et je trouve que c'est une très bonne idée, cette plateforme, mais j'ai été beaucoup contactée par exemple pour des journalistes qui voulaient que je leur commente au moment où Roe v. Wade aux États-Unis a été aboli. Est-ce qu'on parle d'abolition? Révoqué, merci. Enfin voilà, à chaque fois, au moment de la constitutionnalisation de l'inscription de l'avortement dans la Constitution en France,
Mais moi, je leur dis, je peux vous apporter une perspective historique. Après, l'actualité, je suis pas constitutionnaliste. Enfin, honnêtement, tout ce que je peux en dire, c'est ceux d'une citoyenne militante féministe, mais pas. Mon expertise, elle vient du passé. Donc, si vous cherchez un regard historique, je peux vous donner cette expertise-là. Mais souvent, les gens attendaient que je commente précisément. Ils avaient des questions précisément sur le contexte contemporain. Et ça, je pouvais pas leur répondre, en tout cas pas avec une expertise scientifique. Et je trouve que c'est parfois pas évident parce que il y a parfois une incompréhension entre moi, l'expertise que je peux donner, et ce que les gens attendent que je leur donne. Voilà. Et on va plus revenir à Laura, et je voulais savoir à quoi ressemblait une journée type pour vous. Alors c'est très très différent. J'ai vraiment des journées très différentes parce que par exemple je fais des journées archives. Donc là je vais aux archives, c'est super. J'aime bien ces journées. Je suis fatiguée. J'arrive plus. Ça c'est la vieillesse, mais c'est tragique. Heureusement là en ce moment je travaille sur des archives à Tours, donc c'est pas très loin. J'arrive plus à travailler une journée complète aux archives. Maintenant mes yeux me font défaut en début d'après-midi souvent. Je peux plus rester jusqu'à la fermeture. J'ai aussi des journées qui sont des journées de réunion. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup été occupée par cette histoire d'exposition dont je parlais tout à l'heure. Donc pas mal de réunions en visio, de réunions de travail, de répondre à des mails. J'ai des journées qui sont parfois où j'arrive à bien travailler quand j'essaye de sanctuariser des grandes plages parce que je trouve que le travail intellectuel, il est difficile à faire s'il est fragmenté. Donc j'ai des journées où j'essaye, quand j'ai rien, par exemple quand je suis dans l'écriture d'un article, j'ai besoin d'avoir du temps pour me remettre dedans, dans mes sources, dans ce que je suis en train de dire, dans la biblio. Donc il y a des journées, il faut au moins une demi-journée, et si je peux certaines journées. Là voilà, j'ai rendu 2 articles, donc je suis un peu dans une phase où j'ai plus trop cet effort intellectuel, mais du coup je suis passée sur la phase archives, donc je passe des journées aux archives, et puis quand je suis pas aux archives, j'essaye de le faire régulièrement. Ça c'est hyper dur, c'est le piège des historiens et des historiennes, c'est de prendre trop de photos, et moi je m'interdis maintenant de retourner aux archives tant que j'ai pas traité les photos que j'ai faites, au moins les classer, pas forcément les avoir déjà retranscrites, mais au moins classer des photos pour que ce soit calé, sinon après on se noie. Mais j'ai des journées où j'ai plein de réunions. Demain par exemple, j'ai une réunion de travail parce que on redéfinit les axes du labo. Les laboratoires sont évalués, et donc on redéfinit les axes du labo, et donc on fait une réunion de travail pour redéfinir les axes du labo. J'ai des journées des journées d'études, des colloques. Lundi, je vais à Toulouse pour présenter mon livre. Donc c'est très varié en fait. Voilà, j'ai pas de journée type. Alors, c'est la première fois que j'ai cette question qui m'arrive en interviewant quelqu'un, mais est-ce que quand vous êtes en train d'écrire ou de travailler sur des archives, est-ce que vous arrivez à travailler en musique, et quel genre de musique on peut écouter quand on travaille sur l'avortement à l'époque moderne? Alors moi, j'ai longtemps travaillé dans le silence. D'accord. J'adore le silence. J'adore travailler de chez moi aussi, par exemple. Moi, je suis très... j'ai besoin de mon cadre. Je n'aime pas du tout travailler en bibliothèque ou à mon bureau, par exemple. J'ai un bureau à Angers, mais déjà, c'est pas tout à côté de chez moi. Mais j'aime pas du tout travailler au bureau. Ça, c'est très collègue dépendant. Enfin, je sais qu'on est très, très... c'est très variable d'une personne à l'autre. Et la musique, donc j'ai pas pu pendant très longtemps. Et là, cet été, j'étais en train de finaliser. Je reprenais, pour une publication d'une grosse base de données, je devais relire cette base de données. Donc, relire des tableurs Excel, vérifier qu'il n'y a pas de faute. Enfin, c'était un travail vraiment hyper fastidieux. J'arrivais pas du tout à me motiver, vraiment. J'étais comme ça devant mon ordinateur, je corrigeais une ligne, après je passais 10 minutes à rêvasser, après j'allais scroller. Enfin, donc j'ai mis de la musique. Et ça m'a aidé à me motiver. Et j'ai même écouté, à cette époque-là, j'écoutais des audiobooks. Ah. Donc des romans lus en audiobook, ça c'était pas mal. Et les archives, j'ai fait un postdoc où j'ai dépouillé de façon systématique des archives qui étaient des archives courtes que je devais retranscrire, et que et ça, c'était très très long, et pour lesquels je remplissais une base de données. Et donc là, j'écoutais de la musique, mais moi, je peux écouter un peu n'importe quoi, mais il faut que ce soit sur une tâche un peu répétitive et qui demande pas trop d'efforts intellectuels, sinon j'arrive pas à écouter. Et quel est votre premier geste ou rituel en arrivant au travail ou en commençant le travail? Moi, ma journée elle est assez structurée, parce que je dépose mes enfants, après je sors mon chien.
souvent la mécanique se met en place pendant la balade avec mon chien. Je me fais la to-do list de tous les trucs qu'il faut que je fasse, enfin voilà, et souvent je rentre, je me fais un café et là je me pose à mon bureau et là c'est parti. Ok. Et vous serez surprise par l'apparition du mot café dans ce podcast. Ah ouais. Il y a du J'aurais dû me financer par le lobby des cafés. Non, et c'est vrai que c'est vraiment ce truc de je me pose avec mon café devant mon ordi et voilà, souvent je vais checker mes mails en premier. Et après voilà, Et qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent votre métier? La diversité des tâches. Quand je dis que je suis juste historienne, alors déjà à chaque fois les gens me disent mais tu donnes pas des cours, et non, enfin on est très très peu les chercheurs, juste chercheurs. Donc il y a le CNRS et il y a l'INED aussi, mais on est vraiment une minorité. Mais les gens savent pas ce que je fais en fait. Ils pensent que je fais juste des archives, et ça c'est ma recherche personnelle. Mais en fait, je suis aussi dans plein de projets collectifs. Je suis dans je fais des comptes rendus de lecture par exemple. Ça fait partie des tâches qu'on fait. Donc on nous envoie les livres qui sortent et puis on écrit une petite note de synthèse sur ces bouquins pour que les autres chercheurs, enfin pour que nos collègues puissent avoir une idée. On peut pas tout lire ce qui sort, donc on a besoin de ces comptes rendus. Je fais des expertises pour des revues. Les revues scientifiques fonctionnent sur la base de l'expertise en double aveugle. Donc en fait je lis des articles d'autres gens, je les expertise, je relis des mémoires, j'aide. Ça, c'est un travail informel. Moi, je trouve ça hyper important. Peut-être qu'il y a des collègues qui le font pas, mais c'est très important de répondre aux questions des masterants qui ont des sujets à définir, enfin, ou d'étudiants de licence qui ont des sujets à définir, aider ceux qui passent d'autres concours. Enfin, par exemple, typiquement, moi, j'ai beaucoup aidé. J'ai pas mal aiguillé des gens qui préparaient le concours au CNRS. Enfin, moi, on m'a beaucoup aidé quand j'étais candidate, donc je trouve que c'est important de le faire. Qu'est-ce que je fais? Enfin, il y a plein de tâches en fait qui sont éparpillées, et parfois je peux être des semaines sans vraiment faire ma recherche personnelle parce que j'ai eu plein d'autres choses à faire, et je pense que ça les gens le sous-estiment un peu. Et en parlant de cette entraide, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la recherche aujourd'hui? Comme cette jeune Laura qui, elle va chercher son sujet de mémoire et ensuite de thèse. Je dirais que si vous êtes très motivé, il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut avoir conscience des privilèges qui sous-tendent le milieu, malgré tout. On n'est pas égaux. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer l'ENS de Lyon après ma prépa. J'ai fait une prépa puis j'ai intégré l'ENS de Lyon. Et clairement, être à l'ENS, ça m'a donné énormément de privilèges parce que j'ai eu droit à un contrat doctoral, pas de façon automatique, mais presque. À l'époque, quand moi je candidatais, on avait quasiment autant de contrats que de candidats, donc ça a été facile. Donc c'est pas facile d'avoir un contrat. On n'est pas tous égaux là-dessus. Donc voilà, être conscient des privilèges, mais être conscient que c'est quand même possible. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, honnêtement, ça peut être passionnant. Il faut réussir à mettre des limites. Par contre, on peut vite travailler tout le temps. Moi, après, j'ai eu des enfants à la fin de ma thèse, donc ça structure mon temps de travail. Je travaille pas le week-end, je travaille pas le soir. Enfin, ça m'a obligée à avoir un cadre plus normal et un rapport plus normal au travail. Mais avant ça, alors j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis un peu psychorigide sur la gestion du timing. Donc, le travail, c'était le travail, et le loisir, c'était le loisir. Je sais que j'ai des collègues qui n'arrivent pas à le faire, et c'est aussi ça qui grignote, qui vous bouffe au bout d'un moment. C'est que il faut avoir des temps sans travail, quoi. Donc ça, c'est important de réussir à le faire. Mais voilà, il faut y aller. Et il faut avoir un plan B. Et il faut être conscient du fait que être recruté, ça prendra peut-être 10 ans, quoi. Enfin, et voilà. Donc, faut pas avoir peur de ce temps-là, de la précarité que ça peut amener. Moi, j'avais un concours d'enseignement, donc j'ai jamais été précaire. J'ai enseigné, j'étais prof au collège, même si ça a d'autres inconvénients parce que c'est sûr que je pouvais payer mon loyer, mais en même temps, je faisais pas de recherche. Enfin bon, voilà, c'est des choix à faire. Mais non, il faut, en ayant toutes les idées, tout ça en tête, en étant le plus lucide possible, en ayant conscience de là où on est par rapport aux privilèges qu'il peut y avoir dans ce milieu, je pense qu'il y a aucune raison de pas se lancer si on en a vraiment envie. Quels sont les clichés qui circulent sur le métier de chercheuse et chercheur? Les clichés, est-ce qu'il y a des clichés? Est-ce que je les connais, les clichés? J'essaye de réfléchir à la façon à l'image que les autres me renvoient de mon métier. Mon conjoint, par exemple, il a l'impression que je fais rien des fois, parce qu'il a une journée de repos
où il est aussi à la maison et moi je travaille et en fait je pense je suis devant mon ordinateur quoi, mais je pense que parfois les gens c'est un peu abstrait ce qu'on fait, donc ils ont l'impression qu'on passe nos journées à rien faire devant un ordi. Parce qu'ils voient pas, enfin il y a voilà, le livre par exemple a rendu visible ce travail-là, les gens se sont dit ah oui il y a un livre, ok, mais ils voient pas tout ce qu'on fait. Enfin encore une fois ça rejoint la question que vous m'avez posée tout à l'heure, ils ont pas toujours une idée de ce qu'on fait. Oui, ils ont l'impression qu'on fait que du travail d'archives, quoi, qu'on passe nos journées aux archives, alors que finalement ce temps passé sur le terrain il est très très réduit. Et puis il faut le trouver. Moi j'ai la chance d'avoir du temps parce que j'ai pas de cours à donner, donc j'arrive à trouver des journées pour aller aux archives assez facilement. Mais par exemple mes collègues qui sont enseignants-chercheurs, bon bah ils passent très très peu de temps aux archives. Et quel est votre plus beau souvenir dans ce métier? Mon plus beau souvenir, je sais pas. Le plus beau, honnêtement, je saurais pas dire. J'en ai plein. Ma soutenance de thèse, c'était un beau souvenir. Quand mon livre est sorti. Moi, j'adore aller parler dans des séminaires et des colloques et des journées d'études. C'est toujours des moments. J'aime bien parler de mon travail et discuter de mon travail. Je trouve que c'est vraiment une partie que j'aime bien. Ouais, Ok. Donc je retiens la soutenance, les colloques et le livre. Oui, voilà. Un top 3, la sainte trinité de Laura. Et à l'inverse, le moment le plus difficile que vous avez vécu dans ce métier? Le moment le plus difficile, je sais pas. Non, il y a vraiment eu des moments de doute vis-à-vis de mes archives ça c'était plutôt en master. L'écriture, moi, j'ai trouvé que c'était difficile et c'est marrant parce que donc là, j'ai écrit 2 gros articles et ça a été assez fluide. Mais alors l'écriture de ma thèse, ça a été hyper laborieux, mais je pense que j'étais dans un auto-jugement perpétuel et j'avais l'impression que j'étais nulle, que je savais pas écrire. Et donc, je pense que vraiment l'écriture de la thèse, mais pas le travail intellectuel, juste écrire des phrases, quoi. Parce que la réflexion, ça j'adore, mais transformer ces réflexions en phrases construites et en discours structurés, ça, j'ai détesté écrire ma thèse. Surtout qu'on sait qu'on sera jugé par des pairs qui vont vraiment farfouiller dans la thèse. Et en plus d'ailleurs c'est marrant parce que sur cette question du style, je pense qu'il y a vraiment un écart générationnel aussi. Moi, j'ai pas de style, je cherche pas à avoir un style. Je pense que l'écriture scientifique, elle doit être claire et au service de l'argumentation, et que les effets de style, souvent, ça a plutôt tendance à nuire. D'ailleurs, moi, j'aime pas les historiens qui écrivent avec 12 métaphores. Enfin, je trouve que il y a aussi, c'est parfois daté la façon d'écrire l'histoire. Il y a des historiens qui écrivent comme des vieux historiens. Et enfin voilà, je trouve que ça c'est l'écriture, c'est on m'a beaucoup jugé, enfin on m'a pas beaucoup jugé, mais j'ai eu des remarques sur le style alors que j'ai pas de style et je trouvais que je sais pas, ça m'a énormément stressé cette histoire de style et d'écriture. Et est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire de la recherche que vous avez envie de sauvegarder? Une tradition et un savoir-faire, je sais pas, non, l'indépendance de la recherche, continuer à produire un savoir critique, enfin voilà, rendre visible toutes ces trajectoires inconnues, continuer de réfléchir en fait, de se poser des questions, d'être critique par rapport à la production d'un document, mais c'est une expertise et j'ai d'autant plus envie de la sauvegarder qu'aujourd'hui j'ai l'impression que cette expertise est de plus en plus il y a une forme d'anti-scientificité qui se développe dans le discours médiatique et qui est terrifiante. Les gens savent plus être critiques par rapport aux sources et aux informations dont ils disposent, moi ça me terrifie. Donc ça, j'ai d'autant plus envie de le sauvegarder que j'ai l'impression que c'est un peu mis en danger. Et si votre métier était une image, laquelle ce serait? Waouh. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ok. Je suis désolée. En plus, moi, j'arrive pas du tout à. Je suis pas j'ai pas trop de représentation visuelle. Alors, si vous voulez, ça peut être un son ou une archive. Non, ce serait une archive justement. Ce serait cette ambiance. Ouais, c'est ça. Ce serait un vieux document d'archive qui sent
Exactement. Il y a une odeur de l'archive. Mm. J'adore cette odeur maintenant, alors que ça sent pas très bon, je pense, objectivement, mais c'est une odeur qui m'apaise. Est-ce que ça a la même odeur, hein, parce que jusqu'à ce que la science avance, on n'arrive pas trop à s'imaginer les odeurs. C'est pour ça que j'avais lu un article très intéressant qui disait que les pubs de parfum étaient très bizarres, parce qu'en fait, elles doivent nous vendre quelque chose qu'on ne sent pas. Oui, oui. Et est-ce que les archives ont la même odeur que les vieux livres, par exemple, ou est-ce que c'est une odeur? Okay. Un peu, ok. Et là, on va faire un bond en avant, et je voulais savoir comment vous imaginez ce métier sur les 20 prochaines années. J'espère. Moi, j'ai envie d'être optimiste. J'espère qu'on va avoir un peu plus de moyens, que ça va évoluer dans le bon sens, et qu'on va pas, au contraire, se cracher, quoi. Ouais. Parce que si on est sur une version hyper pessimiste, on peut même envisager la disparition du métier. Mais alors ça, mon Dieu, ce serait une tragédie. Enfin, je pense qu'une démocratie qui n'a pas de chercheurs n'est pas une démocratie. Hein. Il n'y a pas de gens pour réfléchir. Se porte très très mal. Non, mais je sais pas. J'espère un peu plus de moyens. Je pense que l'IA et les outils vont prendre aussi plus de place, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que pour le moment, on sait pas quoi en faire, on sait pas comment aborder ça, mais par exemple, sur les outils de traduction, c'est très pratique. Je pense que sur la transcription d'archives, avec l'ossérisation des textes, ça va pouvoir nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des documents. Même si, est-ce qu'on perd pas un petit peu quelque chose là-dedans? Mais je ne sais pas. Là, je suis en train de retranscrire, j'en ai marre de retranscrire à l'appel mes documents, mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de constituer nos éléments de problématisation. En fait, on lit des documents, et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure on se dit ah oui, bah ça je l'ai vu dans l'autre aussi, ah ça c'est marrant parce que ça j'ai jamais vu, pourquoi ce rapport-là il écrit les choses comme ça. Si vous ossérisez des textes et que vous les traitez de façon quantitative, vous faites pas exactement la même recherche en fait, hein. Vous cherchez par mots-clés. Donc voilà, je pense que sur certains sujets et sur certains corpus énormes, ça va vraiment nous aider, mais je pense que sur d'autres ça servira à rien et que c'est pas grave. Et une dernière question, quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? Dans 20 ans? Oui. De moi? De vous, de Laura. Je sais pas si j'ai envie qu'on retienne, enfin, quelque chose de moi, De vous, Laura, historienne, qui a travaillé oui, enfin, je sais pas, non, mais j'espère qu'on reconnaîtra que mon travail, peut-être que d'ici là, il y aura d'autres travaux ou d'autres gens qui auront réinterprété ce que j'ai fait, mais j'espère qu'on retiendra que ça a été un travail pionnier d'une certaine manière. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.